À la une, pas d'avancée après la reprise des négociations entre les grévistes de l'hôpital de Cayenne et l'ARS aujourd'hui. Les discussions auront pourtant duré toute une journée en présence des élus et des parlementaires. Précision à suivre dans ce journal. Après 27 ans de service sur les eaux guyanaises, la Capricieuse tire sa révérence. Le navire de la Marine nationale a été salué hier au large des îles du Salut. Son successeur, la Confiance, prend désormais le relais dans la surveillance de nos côtes. Et puis, ces deux concerts gratuits offerts par l'association Émotion Latina. Nora Mirsi, Robert Tico et leurs musiciens seront sur la scène de l'Ancre demain soir. Les troubadours nous ont invités à l'une de leurs répétitions. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'ultimatum du collectif pour la Guyane décollée y est peut-être pour quelque chose. Aujourd'hui, l'Agence régionale de santé, l'UTG et les grévistes de l'hôpital de Cayenne étaient à la table des négociations. Les discussions se sont poursuivies toute une journée en présence des élus et des parlementaires, mais les négociations n'avancent pas. Pour autant, la question de l'emploi notamment cristallise certaines oppositions. Natacha Maltaverne. Après un échec des discussions le 27 avril dernier, la direction de l'ARS, du CHAR et les grévistes de l'UTG Santé se sont retrouvés autour de la table. Cette fois-ci, les élus et les parlementaires qui avaient reçu la visite du syndicat la semaine dernière étaient présents en tant que médiateurs. Le ressenti qu'on a, c'est que rien ne va à l'hôpital. Et là, on a abordé l'un des premiers points, c'était sur le côté néonatal. Et on voit bien qu'avec les 6 morts de nouveau-nés qu'on a connus, on ne peut pas nous parler aujourd'hui qu'il y a assez d'effectifs. Donc on nous a démontré par A plus B qu'il y a un manque d'effectifs, une mauvaise organisation, et nous on demande à l'ARS, la directrice de l'hôpital, quels moyens on peut mettre en face. Et aujourd'hui, bon, ben voilà, au moment 6 heures après cette discussion, on en est toujours au même point, un point de non-discussion. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux. Après 7 heures de discussion, les négociations portaient toujours sur le point numéro 1 du cahier de revendications, à savoir les effectifs. Selon les estimations de l'UTG Santé, environ 120 postes supplémentaires seraient nécessaires. Quand vous avez une direction de l'ARS et une direction de l'hôpital qui, nous pensons, nous apprécions à cette heure, n'a pas du tout pris l'ampleur du conflit, ni l'ampleur des revendications, et qui est arrivé sans aucune donnée, eh bien, en effet, les discussions bloquent parce que malgré le dépôt de nos documents depuis le 24 avril à l'Agence régionale de santé, à aucun moment le directeur de l'ARS a en effet mis en exergue le dispositif qu'il fallait afin d'étudier nos demandes ainsi que nos propositions et pouvoir nous porter des réponses conséquentes, optimales aujourd'hui. À noter que ce matin, des grévistes du CHAR ont investi la direction générale et ont empêché la tenue du conseil de surveillance. Dans l'actualité également, une rencontre pour faire le point sur les inondations de la nuit de samedi à dimanche dernier à Cayenne. Les services de la mairie, quelques compagnies d'assurance et la CCI ont tenté d'aiguiller les commerçants sinistrés. Dans leur démarche, une vingtaine seraient répertoriés à ce jour. Constat des dégâts, dossier de demande d'indemnisation, quelques réponses leur ont été apportées. Et la mairie a rappelé avoir enclenché une demande de reconnaissance des inondations en catastrophe naturelle. Charlotte Fleury. Marlène Dufournier fait partie des nombreux commerçants touchés par les inondations de dimanche dernier. Dans sa boulangerie, près de 70 cm d'eau. Elle a subi quelques pertes matérielles et notamment 2 vitrines réfrigérées. Il y a quand même des dégâts, il y a des travaux, on a pris une société de nettoyage parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'eau et il y avait beaucoup de poubelles qui arrivaient. Hein. Nous on a subi des dégâts en 2014, il y a eu 2009. Les assurances, c'est facile de payer l'assurance. Hein. Ça, ils savent prendre votre argent, mais pour rembourser, je peux vous dire que c'est pas une petite affaire. Donc ils vous demandent tellement de papiers. On a eu un huissier, on a pris un huissier dimanche même qui a bien voulu revenir se déplacer. Donc on a un papier d'huissier, un constat d'huissier. La mairie de son côté devrait mener une recherche de responsabilité. Il y a eu les coupures de courant liées à la grève d'EDF. Moi je n'ai pas la langue de bois, et je dis ce que je pense. Ça fait plus de 30 ans, il y a toujours ces inondations, mais peut-être pas forcément à 1 mètre. Les habitants de la rue du 11 novembre qui se trouvent dans une cuvette, j'étais là sur place dimanche, m'ont dit, Madame le maire, je suis née là, il y a toujours eu des inondations, mais pas aussi important. Ça veut dire qu'il y a quand même une enquête à mener, quid, une défaillance quelque part, mais ce n'est pas par rapport à la nature. Il faut chercher, il faut trouver le responsable ou les responsables. Pour les commerçants assurés, un dossier est à apporter aux assurances avec des factures et des photos des dégâts.
Pour les aider, la Chambre de commerce se charge de faire le relais avec les assurances en leur facilitant la création du dossier. Suite aux événements de la grève qui a duré plusieurs semaines, on a monté en place une cellule pour les entreprises en difficulté. Donc là, nous avons connu une inondation, il y a des ressortissants, des commerçants qui ont été touchés. Donc ils peuvent venir voir cette cellule pour les aider à monter un dossier pour leur assurance et pour voir un peu dans quelle mesure ils pourront être indemnisés. Lorsqu'il y a des événements comme cela, la toute première démarche, c'est que les gens se rapprochent de leur assureur, dans la mesure où ils sont assurés. Et ensemble, on regarde le contrat. Il y a effectivement des contrats où on intervient qu'en cas de catastrophe naturelle, auquel cas il faut qu'il y ait un arrêté de catastrophe naturelle qui soit pris. Et d'autres contrats, il y a une intervention directe de l'assureur, indépendamment de la procédure de catastrophe naturelle. Les assurances se chargent de transmettre le dossier à un expert qui effectue son rapport en fonction des éléments fournis. L'indemnisation doit arriver dans les 3 semaines suivantes au maximum. Et justement, la municipalité de Cayenne évoquait en début de semaine la responsabilité du conflit mené à EDF pour expliquer la montée des eaux. Selon elle, les coupures auraient empêché le bon fonctionnement du système d'évacuation du canal Lossa. Impossible, répond l'UTG Éclairage, qui a souhaité apporter des précisions sur plusieurs points dans une conférence de presse ce matin. La précision notamment sur un dispositif exceptionnel mis en place par la direction d'EDF en faveur du spatial. On écoute Davy Riman, interrogé par Caroline Alcide. On a entendu Madame le maire pointer du doigt les coupures électriques, sauf que la veille et le jour des inondations, il n'y a eu aucune coupure dans le secteur concerné. Donc nous ne savons pas où Madame le maire a pris ces informations-là, mais nous sommes désolés de lui dire que c'est totalement erroné, parce que le secteur concerné qui alimente justement toute cette partie de la ville de Cayenne n'a eu aucune coupure, donc nous sommes désolés. Vous avez des relevés qui le prouvent? Ah oui, tout à fait. Nous avons les éléments concrets et factuels concernant... Dès qu'il y a un problème sur le réseau, on le voit tout de suite apparaître sur l'ordinateur. Et il y a un carnet de bord où est-ce que le dispatcher, donc celui qui conduit le réseau, note tous ces éléments-là. En l'occurrence, quand on vérifie aux dates concernées, il y a un eu concernant ce secteur-là. Donc ce n'est pas dû aux coupures. Hier, la direction a mis un dispositif en place où est-ce qu'aujourd'hui, elle empêche les conducteurs, les dispatchers de travailler correctement, puisqu'elle a fait de façon à ce que les postes qui alimentent, entre guillemets, la base spatiale ne soient pas télécommandables à distance. Donc ça veut dire qu'elle a garanti avec des personnes dans ces postes-là la continuité d'électricité pour toute la base spatiale, ce qui a permis hier justement que la fusée décolle. Donc c'est un dispositif exceptionnel et assez, on va dire, très très problématique, puisque les autres secteurs concernés du territoire guyanais sont laissés pour compte. La direction a démontré qu'elle est en capacité de prendre la main sur le système. Donc, je rappelle qu'elle pointe du doigt cela. Hein. Donc, elle a démontré à toute la population guyanaise qu'elle est en capacité de le faire quand il s'agit de la base spatiale. Donc, les Guyanais, nous sommes désolés, vous n'êtes pas importants. Écoutez, il y a une proposition qui a été faite sur l'emploi sur 5 ans avec un déplafonnement, on va dire, au niveau de l'effectif. Donc, ils sont en train de plus ou moins peaufiner cette proposition. Donc d'ici quelques heures, on doit se voir et voir effectivement si on arrive à valider ce principe-là qui nous paraît intéressant à l'heure actuelle. Retardé dans un premier temps de 45 jours par le mouvement social de Guyane, le vol 236 a donc finalement eu lieu avec 1h20 de retard hier soir. L'Ariane 5 a placé ses 2 passagers, 2 satellites de télécommunications sur orbite pour le compte du Brésil et de la Corée du Sud en un peu plus d'une demi-heure. Le retard, quant à lui, est attribué aux mauvaises conditions météo. Nous sommes à la veille du second scrutin présidentiel 2017. Rendez-vous est pris dans les 115 bureaux de vote du territoire pour choisir entre les 2 candidats en lice. Pour ceux qui ne souhaitent pas désigner l'un ou l'autre, 3 possibilités: s'abstenir, voter blanc ou nul. Mais quelle différence entre les 3? Petits rappels utiles avec Alvin Courcy et Michelet François. Quelle est la valeur du vote blanc et celle du nul? À 3 jours du deuxième tour des élections présidentielles, certains peuvent se poser la question. Vote blanc, pas bon. Vote nul, pas bon. Qui blanc, qui nul, c'est même bail là. C'est moi qui ai pris la décision de ne pas voter, de choisir ni à droite ni à gauche. Et donc je vote blanc. Et le vote nul, c'est l'ensemble des votes, je pense, qui fait que ça donne un résultat nul. On peut considérer un vote nul
si on met 2 bulletins dans la même enveloppe. Ça c'est vrai, voilà. C'est vrai, il y a cette différence. Et le vote blanc? Blanc, voilà, l'enveloppe sans rien. Les deux votes sont pourtant bien différents. Le vote blanc est comptabilisé et consiste à déposer dans l'urne une enveloppe vide ou contenant un bulletin dépourvu de tout nom de candidat. Un vote nul, lui, correspond à des bulletins déchirés ou annotés. Les votes blancs et les votes nuls, ils sont comptabilisés, c'est-à-dire que dans la proclamation des résultats officiels, on les fait apparaître. Ce qui permet aux personnes qui ont recours au vote blanc de voir leur choix apparaître. Ceci étant, la règle qui est inscrite dans la Constitution, c'est que le président de la République, il est élu à la majorité des suffrages exprimés. Il faut comprendre par là que si le vote blanc était majoritaire au deuxième tour, le candidat qui aurait le plus de voix serait tout de même élu. Une anomalie pour certains qui aimeraient voir ce vote comme un résultat à prendre en compte. Lorsqu'on a des candidats qui ne nous plaisent pas, ce qui est mon cas par exemple, on est vraiment dans l'embarras et je trouve que ça devrait être comptabilisé, ce serait une façon de marquer son opposition. Mais ça, je trouve que c'est pas normal. Et si jamais il était comptabilisé, qu'est-ce qu'il faudrait faire ensuite, si jamais le vote blanc était majoritaire? Il faudrait annuler les élections et faire en sorte qu'il y en ait des nouvelles. Au premier tour, il y a eu 8152 votes blancs et 6541 votes nuls. Ces deux votes ne doivent pas être confondus avec l'abstention, qui est l'absence de participation au scrutin des élections présidentielles. Fleuron de la Marine nationale, la Capricieuse aura veillé sur les eaux de Guyane pendant près de 30 ans. Le bâtiment nautique a quitté ses fonctions. Des adieux solennels lui ont été offerts au large des îles du Salut hier. Désormais, la confiance assurera la protection de nos côtes. Plus imposant et à la pointe de la technologie, le patrouilleur a effectué ses premiers pas sous les yeux de Jonathan Lariot. Regardez. Il est temps de dire adieu à la Capricieuse. Le navire a mené plus de 27 ans d'opérations diverses sur les eaux guyanaises pour la Marine nationale. Le bateau repart vers Brest, où il sera démantelé et désarmé. Son départ, accompagné de son équipage, s'est déroulé sous le regard des officiers de la Gracieuse, venus rendre un dernier hommage à ce bâtiment mythique. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement en fait d'un tout un processus de remplacement du bateau. Vous vous souvenez qu'en décembre, le nouveau patrouilleur léger guyanais, la Confiance, est arrivé en Guyane. On a fait toute une série d'essais. On avait à l'époque, jusqu'à maintenant, 3 bateaux, 3 patrouilleurs. Et aujourd'hui, c'est le moment de dire adieu à la Capricieuse, qui a 27 ans de service ici en Guyane, au service de la Guyane, au service des opérations maritimes en Guyane, et qui nous quitte, qui rallie la métropole et Brest pour une fin de vie, c'est-à-dire un désarmement d'un bateau. C'est la vie normale d'un bateau de la marine. Dorénavant, c'est au tour de la Confiance, un navire à la pointe des hautes technologies modernes de navigation et de surveillance maritime, de se faire un nom dans les eaux territoriales. On a acheté un nouveau patrouilleur avec des capacités supplémentaires. Il est plus gros aussi. Et les patrouilleurs, les anciens, celui qui nous quitte, il faisait 400 tonnes. Le nouveau, il fait 700 tonnes, quasiment le double. Il a des capacités pour travailler en mer supérieure, des radars, il voit la nuit, il a la capacité de mise en œuvre d'un canon à eau, des capacités d'action supérieures. Donc vraiment, on change. Et puis la propulsion, il est plus électrique, il est plus autonome, il a d'énormes capacités supplémentaires pour les opérations. La Confiance, elle épouse toutes les missions qui sont dévolues ici au sein des forces armées en Guyane, pour le domaine maritime. C'est des missions de souveraineté, on surveille les espaces maritimes. Il y a des missions spécifiques de lutte contre la pêche illégale. Il y a des missions de présence, de relations internationales avec nos voisins, les Brésiliens, du Suriname, de la coopération. Donc donc on fait toutes ces missions-là dans les espaces sous souveraineté française en Guyane, c'est-à-dire les eaux territoriales et la zone économique exclusive. La Confiance possède bien des aspects qui devraient faire de ce bateau un redoutable prédateur pour les activités illégales en mer guyanaise. La Capricieuse quitte la Guyane pour laisser place à la nouvelle génération. On reste en mer, en Guadeloupe, pour le joli mois de mai, une opération annuelle mise en place par l'Union européenne. Objectif, donner plus de visibilité aux actions locales pour le patrimoine. C'est dans ce cadre que la société d'aquaculture marine Océan Pointe-à-Pitre a ouvert ses portes à nos confrères Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. La pêche aussi a bénéficié des fonds européens. Exemple, dans le secteur de l'aquaculture marine, ces subventions ont permis le développement d'un procédé innovant de pisciculture. Océan, l'entreprise bénéficiaire, a créé une structure d'élevage
une référence en matière de savoir-faire. Donc on a différentes espèces élevées, aussi bien derrière moi les étangs avec les wassous ou les rouget créoles, et l'élevage de poissons marins, comme vous avez pu voir sur les cages, cette partie poisson marin, le loup caraïbe, commence dans l'écloserie qui est derrière moi. Pendant 2 mois, on reçoit des alevins qui font 1 mm, on les fait grossir jusqu'à 5 grammes, et une fois qu'ils font 5 grammes, ils peuvent découvrir ces cages avec ce grand volume et grandir pendant environ 1 an pour atteindre un poids d'1 kilo. Ces cages sont des prototypes créés pour affronter les aléas climatiques et plus précisément la houle cyclonique. Immergée jusqu'à 18 mètres de profondeur, elle représente le nid des futurs producteurs. Donc en cas d'alerte cyclonique, on va pouvoir couler ces cages sous l'eau. La houle cyclonique passera par-dessus, n'impactera pas le matériel, donc les cages, et encore moins le cheptel. Donc le cheptel se portera bien. Une fois que la houle cyclonique s'est calmée, on va réinjecter de l'air dans nos structures et faire reflotter ces cages. C'est des prototypes, on n'est que 2 en Europe à tester ces cages. Donc il y a un élevage à La Réunion et ici à Pointe-Noire au sein de la société Océan. L'achat de telles structures n'aurait pas été possible sans l'apport de subventions conséquentes. Et grâce à une partie de ces sommes, ils ont pu développer un parcours pédagogique sur le parc pour expliquer aux petits et aux grands la faune, la flore et toutes les activités du site. En Guadeloupe, toujours, les plaisanciers de l'Île-et-Blanc doivent s'y adapter. Dès le 1er mai, le territoire au large de l'archipel est interdit aux visiteurs. Une mesure établie pour protéger une espèce, les sternes, car chaque année, à cette période, le petit oiseau au front noir y séjourne pour y faire son nid. Un cycle naturel que nous racontent Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. Dès le 1er mai, l'accès à l'Île-et-Blanc est interdit aux plaisanciers par arrêté préfectoral. Durant 4 mois, les sternes, ces oiseaux marins en danger, pourront se reproduire en paix. Les plaisanciers qui exercent dans la zone doivent depuis une dizaine d'années adapter leur balade. À la fois pour et contre la fermeture, l'un dénonce certaines contradictions. On est d'accord en quelque sorte pour la ponte des sternes, mais par rapport aux choses qu'ils font, comme l'ONF, ça nous dérange. L'ONF, chaque année, il ferme l'îlet, mais il coupe les arbres. Parce que l'îlet, c'est un bon sable au départ, et au fur et à mesure, le sable y rentre. Mais s'il a les racines des arbres, il reste. Pour eux, la ponte des sternes, il faut automatiquement couper les arbres. Et ça nous dérange. Le choix de ces oiseaux marins de pondre sur l'Île-et-Blanc ne dérange pas Alex Vincent. Pour lui, il faut préserver la vie et la beauté de cette grande réserve naturelle. Nous avons ici un endroit qui mérite d'être protégé, sauvegardé, car c'est un endroit qui est un peu unique dans les petites Antilles, déjà par sa taille et sa diversité. Alors, il est vrai que l'Île-et-Blanc fait normalement partie de nos escales. Moi je propose 7 étapes, donc l'Île-et-Blanc c'est la dernière, qu'on fait en général l'après-midi avec un coucher de soleil, justement l'arrivée des oiseaux qui vont sur l'île aux oiseaux à côté. Maintenant j'ai adapté ma balade, moi simplement en mouillant mon bateau en dehors de la zone préservée. Pour éviter de déranger les sternes et garantir la reproduction, l'accès est donc interdit à moins de 100 mètres jusqu'à la fin du mois d'août. Chez nous, un rassemblement culturel est proposé demain soir à l'Iguana Café à Cayenne par le collectif Les 500 Sœurs Lumière. Musique, poésie, théâtre, sculpture, méditation et quelques surprises. De nombreux artistes sont attendus. Un événement gratuit et ouvert à tous. On écoute les précisions de la fondatrice du collectif au micro de Charlotte Fleury. Quand j'ai vu l'élan et toute la population se rassembler et aussi être heureux tout simplement, être heureux de la démarche des 500 frères, à ce moment-là je me suis dit tiens j'ai envie aussi d'apporter ma pierre quelque part. J'ai créé cet appel pour les femmes, donc les Sœurs Lumière, pour venir se retrouver à des moments très très précis dans la journée, à 8h, midi, 16h, 20h, minuit et 4h du matin. Pour pouvoir, alors les courageuses bien sûr, à 4h du matin, pour pouvoir envoyer vraiment des flots de lumière, de bonnes pensées et soutenir l'action des hommes et des femmes qui étaient sur le terrain. Alors au départ, moi je l'ai créé vraiment comme ça, sans attendre d'avoir... Je me suis dit au départ, s'il y a 5 personnes, c'est bien, c'est déjà beaucoup. Il y a de très très belles personnes en Guyane. Et puis j'ai été très surprise de voir que ça s'est multiplié rapidement. Et au bout de 15 jours, nous étions 1500 et au bout d'un mois, 2300.
Et ben, c'est un rassemblement qui est plutôt culturel parce que j'ai lancé un appel à tout le monde en disant, ben voilà, ceux qui ont envie de partager avec le cœur, c'est vraiment spontané, il n'y a pas d'argent, c'est vraiment le cœur, c'est une harmonie du cœur. Eh bien, ils viennent chanter, danser. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui ont répondu positivement, très rapidement, en disant, eh bien, moi, j'ai vraiment envie de participer à ce grand rassemblement et cette énergie de paix qu'on a envie de partager tous ensemble, qu'on a partagé et qu'on a envie encore de partager. Il y aura aussi de la poésie, du théâtre, des sculptures et aussi des surprises. Les grands frères qui ont accepté de venir nous entourer, tout simplement, exactement comme ils ont fait à la préfecture. Donc de nous entourer, nous protéger de leur présence. On poursuit en musique à présent avec ces 2 concerts ensoleillés que nous propose l'association Rémiroise Émotion Latina. À 16h puis à 19h30 demain, la chanteuse Nora Mirsi et le violoniste Robert Tico et leurs 4 musiciens investiront la scène de l'Ancre à Cayenne, un événement gratuit. Mais tout de suite, Charlotte Fleury nous offre quelques notes en avant-première. À l'école de musique, l'heure est aux répétitions pour ces 6 musiciens cubains. Samedi, ils donneront 2 concerts à l'Ancre. Une manière pour l'association Émotion Latina d'apporter une contribution aux Guyanais après les récents événements sociaux. Un moyen de redonner le sourire, mais surtout de partager. Ça fait 20 ans que je vais à Cuba, ça fait 15 ans que je produis un groupe et j'ai formé un groupe qui s'appelle le Santiago Buenavista Troubadour, qui est déjà venu ici 9 fois. Ils ont fait ici une vingtaine de concerts. Et pourquoi ce groupe ? Parce que dans le Santiago Buenavista Troubadour, j'avais une tête d'affiche qui est Nora Mirsi, que je m'occupe d'elle depuis une dizaine d'années. Et je me disais toujours que Nora Mirsi a une classe internationale. C'est une chanteuse hors pair. Et j'avais envie, justement, pour fêter ça, pour fêter ces 10 ans de Émotion Latina, d'offrir aux Guyanais un concert tout Nora Mirsi et accompagné par le virtuose du violon Robert Tico. Robert Tico qui a ce don de créer de très belles mélodies et puis de savoir aussi improviser. Et c'est pour ça que cette année, nous avons, avec les amis musiciens cubains qui vivent en Guyane, ce sont tous des professeurs de musique, j'ai formé ce petit groupe pour le plus grand plaisir, je l'espère, du public. La chanteuse Nora Mirsi et le violoniste Robert Tico jouent ensemble depuis de nombreuses années. Cette fois-ci, ils seront accompagnés de 4 autres musiciens. Ivan au violoncelle, Castro à la trompette, Jonathan au piano et Edel aux percussions. Si Nora et Robert Tico sont les seuls à ne pas résider ici, ils n'en démontrent pas moins leur attachement pour la Guyane. J'ai beaucoup d'amour pour la Guyane, ça fait 6 fois que je viens. Je suis encore plus contente de venir cette fois-ci parce que j'ai appris par les actualités à Cuba que la Guyane vivait des moments difficiles. Pour moi, venir juste après ces événements, ça a encore beaucoup plus de signification. On va faire comme d'habitude, ce que nous pouvons donner de meilleur. Nous allons partager avec le public guyanais et pour ce public, je vais donner le meilleur de moi-même. Je pense que je reviens comme si je reviens à la maison. Ces 2 concerts sont pour tous ces musiciens une belle manière de célébrer l'amitié entre la Guyane et Cuba. Guyane, je vais chanter pour toi. Elle dit toujours à chaque concert, Guyane, je vais chanter pour toi. C'est la fin de votre journal. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité développée ce soir. Toujours pas d'avancée après la reprise des négociations entre les grévistes de l'hôpital de Cayenne et l'ARS aujourd'hui. Les discussions auront pourtant duré toute une journée en présence des élus et des parlementaires. La question des effectifs pose toujours problème. Après 27 ans de service sur les eaux guyanaises, la Capricieuse rend son tablier. Le navire de la Marine nationale a été salué hier au large des îles du Salut. Son successeur, la Confiance, prend désormais le relais dans la surveillance de nos côtes. Et puis, ces 2 concerts gratuits offerts par l'association Émotion Latina. Nora Mirsi, Robert Tico et leurs musiciens seront sur la scène de l'Ancre demain soir. Les troubadours nous ont invités à l'une de leurs répétitions. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas l'information nationale avec nos confrères de TF1. Ce sera juste après la météo, bien sûr. Très bonne soirée à vous. À demain.